Ils sont dans un milieu extrêmement contrôlé. Vous voyez, on est quasiment en scaphandre pour aller les voir, de façon à ce que les maladies ne puissent pas venir de l'homme. Tous les animaux sont monitorés 2 fois par semaine. C'est ça. Chaque animal est pucé. Donc, il y a des tumeurs naissantes qui sont détectées, qui sont palpées très tôt. On voit bien ici au niveau de la gorge. Les tumeurs sont arrivées après le 3e mois, à partir des mois 4 et 5. Il n'y a qu'une chose qui varie entre ces groupes de cages, c'est l'alimentation ou la boisson. On est confiant sur le fait que ces effets sont dus à l'alimentation, puisque tous les autres paramètres sont toujours bien contrôlés. On a plusieurs types de tumeurs chez les rats. On a eu d'abord des tumeurs rénales chez les mâles, des fibroadénomes mammaires chez les femelles, et puis des tumeurs de la peau qui s'appellent des kératoacanthomes qui ont été identifiés également. Plus, dans les rats qui étaient malades, on a aussi eu des lésions pancréas. Je viens d'apprendre ça dans les rapports de l'histopathologiste qui viennent d'arriver. Ce sont les expériences d'une vie. On ne pouvait pas parler devant le personnel puisque les expériences sont faites à l'aveugle, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le traitement qui est donné aux rats. Alors de quel traitement s'agit-il? Ce sont des OGM qui poussent en présence de Roundup. Et c'est du maïs transgénique tel qu'on le fait pousser partout dans 98% du continent américain. Ce maïs transgénique qui contient du Roundup est donné à 3 doses différentes. Et 11, 22 et 33% du régime. Les régimes sont toujours tout à fait équilibrés. Il y a des rats qui ont des maïs qui n'ont pas été traités au Roundup, des rats qui ont des maïs qui ont été traités au Roundup et du Roundup seul, de manière à savoir, encore une fois pour la première fois au monde, d'où viennent les effets secondaires. Ainsi, nous allons à la fois connaître les effets du désherbant à des taux qu'on peut trouver dans l'eau du robinet, à des taux plus élevés qu'on va trouver dans les rivières et à des taux que va manipuler un peu plus faibles que ceux que manipule l'agriculteur. Pollution génétique, ça suffit. Je trouve fortement symbolique ce procès en appel dans une belle ville de Versailles, parce que les prévenus ont d'abord été tous relaxés, et ce serait la première fois qu'on mettrait en prison des paysans depuis le Moyen-Âge pour avoir fauché des champs, et ce depuis le temps des rois. Soldats, votre conscience est nette, on ne se tue pas entre humains. Ce qu'il y a d'absolument sidérant, c'est que jamais l'État n'a eu les moyens de vérifier si ces OGM avaient contaminé ou pas les champs voisins. Or, 100% des experts sont d'accord pour expliquer que les contaminations sont inévitables. Vous avez une idée des OGM, vous savez ce que c'est? Oui. Et donc, et vous êtes contre les OGM aussi? Oui. Vous n'en voulez pas? José Bové. Oh ben bravo, ben nous aussi. Au revoir, bonne journée. Je suis très fier, c'est pas la première fois que je viens les défendre dans les tribunaux, donc je suis cité par la défense comme témoin, parce que je suis moi-même donc un scientifique utilisateur de la technologie OGM. Et c'est parce que j'utilise cette technologie dans le cadre de mes recherches, je dirais presque au quotidien, que je sais à quel point la technologie OGM est totalement aléatoire et à quel point il est aujourd'hui totalement irresponsable de mettre ces OGM dans les champs et dans les assiettes. Et je crois que c'est grâce aux faucheurs volontaires que le débat dans la société existe. Quant à l'avocate de Monsanto, elle essaye de nous faire passer pour des voyous, quoi, voilà. Oui, mais par rapport à ça, t'as quand même, on sent des hommes, des femmes qui viennent et qui se livrent et qui disent tout leurs soucis, tout ce qu'ils pensent et tout. Et ça, je trouve que c'est une richesse. Là, on ne peut pas savoir du tout ce qui va malheureusement en sortir, on verra. Mais attends, nous, on n'a encore pas parlé. Quand ils vont nous avoir entendus, waouh, allez, on va manger. Salut les amis. Bye. Verdict du procès. Pour 54 faucheurs, 3 mois de prison avec sursis, 1 000 € d'amende. Pour 4 récidivistes, 3 600 € d'amende. Relax pour 23 faucheurs ayant refusé les prélèvements d'ADN. Monsanto a obtenu 14 000 € de dommages et intérêts, dont 1 000 € pour préjudice moral. Chose
très très gênante pour les chercheurs. Les semenciers s'opposent à donner leurs semences OGM pour qu'on les teste à travers le monde. Il a fallu parcourir quasiment le monde pour trouver un lycée agricole au Canada qui lui aussi a voulu taire son nom pour des raisons de représailles. Et si ma mémoire est exacte, il y a une pétition de scientifiques américains qui a couru là-dessus. Absolument. Pour réclamer le droit à la recherche. Absolument. Et tu vois, je pense que c'est un argument qu'on devrait quand même beaucoup plus utiliser quand on vient nous raconter qu'on est des obscurantistes et qu'on ne veut pas de la recherche. Les premiers qui ne veulent pas de la recherche, c'est eux. Parce que le palais de justice, il est dans notre dos. Donc par là, on ne va pas vers le palais de justice. Nous, on veut rejoindre une péniche qui est sur la droite. Depuis 30 ans, la législation permet aux pesticides de n'être testés que par les industriels qui les vendent. Donc, mais vous vous rendez compte un petit peu dans quelle société nous tombons là? Pas de vidéo, s'il te plaît, pas de vidéo. Parce que le problème des OGM, c'est un peu comme le nucléaire. Plus on avance dans les générations, plus ça s'aggrave. On se bagarre pour vos enfants, j'espère que vous en souviendrez toujours. Pour vos enfants, oui. Parce que les OGM, ils n'auront aucune limite, aucune. Vous en mangez tous les jours. Essayez de vous révolter un peu. Vous avez mangé de la viande aujourd'hui, vous avez mangé des OGM. Parce qu'il y en a systématiquement dans les œufs, dans le jambon, dans les poulets, tout ce que vous mangez de viande, il y avait ça a des OGM. Et ce combat-là, ce sera aussi pour vous. Il y avait 27 camionnettes de policiers ou de gendarmes pour arrêter ces manifestants qui voulaient me soutenir au tribunal. C'est vraiment, moi j'étais, je veux dire, comme au cinéma. Et je ne comprenais pas ce qui arrivait. Mais en fait, j'ai compris que ces gens se sentaient piétinés par le système qui empoisonnait leurs enfants et que quand quelqu'un le disait, on lui tombait dessus à bras raccourcis. C'était complètement anormal. C'est la première fois qu'un scientifique se rebelle et décide qu'il ne laissera pas passer les propos mettant en cause sa compétence. Et je pense que c'est absolument fondamental parce que le combat pour une expertise indépendante, pour une controverse scientifique, pour la recherche, car c'est bien pour la recherche que nous nous battons, ce combat est aujourd'hui, me semble-t-il, un des premiers combats démocratiques à mener. Là où le bât blesse, c'est que les experts auxquels le décideur public a recours aujourd'hui ne sont pas ceux dont la société a réellement besoin. Par voie de conséquence, il faut surtout éviter les études qui pourraient fâcher. D'où la chasse ouverte aux lanceurs d'alerte qui, s'ils prospéraient, pourraient convaincre l'opinion publique de la nécessité d'études supplémentaires et donc permettre d'engager la responsabilité de ceux qui nous considèrent tous comme des cobayes. Et ce n'est pas un hasard si le dernier Eurobaromètre sur les OGM fait apparaître encore une augmentation du nombre d'Européens qui n'en veulent pas. Et l'enjeu des lanceurs d'alerte sur la question de l'impact sanitaire des OGM est un enjeu majeur en termes démocratiques et en termes politiques. Je voudrais remercier non seulement toutes les personnes qui sont là, mais les choses semblent s'inverser puisque 1300 scientifiques de 30 pays à travers le monde m'ont apporté leur témoignage de soutien. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'à 13h30, au tribunal de grande instance, 17e chambre correctionnelle, j'attaque en diffamation Marc Fellous, qui a présidé la commission d'évaluation et de conseil pour l'autorisation des OGM en France pendant 9 ans, et l'Association française des biotechnologies végétales, dont il est président, pour m'avoir diffamé. Justement, c'est ça le vrai débat. C'est qu'il y en a qui défendent le peuple, il y en a qui défendent les multinationales. Et on va en crever de ça. Non, je crois que c'est pas là le débat. Mais si, Monsieur Serralini défend ses intérêts. Ses intérêts, mais quels intérêts? Vous êtes publicitaire, vous avez besoin du pognon des multinationales. Non, je n'ai pas les multinationales, j'ai pas aucun client dans les multinationales. Oui, mais attendez, si vous êtes là, cher monsieur, c'est pour défendre les intérêts de nos enfants. J'ai les PTT comme client. Ouais, mais vous... J'ai une université. Mais je fais un peu de cinéma, c'est normal. J'ai une organisation agricole. Je travaille pour des
du cinéma. Attendez, vous voulez le dire qui vous êtes? Vous voulez dire qui vous êtes, monsieur? Devant la caméra? Lâchez-moi, monsieur. Je vous colle une tarte. Vous me lâchez physiquement? Regardez, les multinationales, mais monsieur, vous êtes un capot ou quoi? Voilà les multinationales. Moi, je vais vous dire, si je peux vous expliquer le fond du débat, en fait, c'est qu'il y a un combat dont personne ne veut parler entre l'agriculture biologique et l'agriculture non biologique. Eh ben, on est là pour ça. Monsieur, je me présente, Dominique Marion, agriculteur bio en Poitou-Charentes, président de la Fédération nationale d'agriculture biologique. Je vous félicite, je représente aujourd'hui 10 000 paysans. Et j'estime que le travail qui a été fait par Gilles-Éric Moi, je suis aussi pour l'agriculture biologique, mais je ne suis pas pour l'agriculture biologique. Je peux terminer. Ouvre au moins des portes que le HCB avait fermées. Il a ouvert des portes que le HCB avait fermées. Et au nom des paysans bio, je peux vous dire, monsieur, que nous sommes très contents que ce procès ait eu lieu. Il a employé des termes qui le dépassent, je pense, de chercheurs avant tout militants, de militants chercheurs, de marchands de peur, que je suis prétendument indépendant. Donc ces termes consistent à dire il faut surtout plus que des gens comme ça ouvrent leur bouche en public pour pouvoir être pris au sérieux. Et je crois que en fait, ce sont des coups bas, malhonnêtes, dans la recherche de ce qui pourrait être collectivement celle de la vérité dans ce domaine. Au 13e mois d'expérience, les tumeurs mammaires se multiplient. 10 à 30% des femelles traitées sont atteintes. Il y a beaucoup moins de tumeurs chez les mâles traités. En revanche, ils développent beaucoup plus de pathologies rénales. Donc là, on voit bien que ceci est anormal, c'est une grosseur anormale. Selon les normes internationales, quand la tumeur dépasse 25% du poids du corps ou quand elle fait souffrir l'animal, on doit justement les sacrifier. Alors, ils sont anesthésiés et on va identifier la nature exacte des tumeurs avec des histopathologistes agréés qui ne connaissent pas le protocole. Et ainsi, on va avoir des certificats de ceux dont les rats souffraient. C'est impressionnant, hein? Ben là, on se rend compte des visus de ce que peut faire l'alimentation industrielle sur les animaux. Et moi, ce qui me révolte profondément, c'est que les gouvernements n'exigent pas que les entreprises testent au moins pendant ce temps-là la nourriture qu'on donne à tous les enfants du monde. Alors moi, ce qui me fait le plus mal, c'est d'attendre. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'on attend les cercueils et les gens qui peuvent mourir. C'est vrai que quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai vu les mêmes firmes sur la boîte de médicaments. J'ai dit, c'est pas vrai, ils m'ont empoisonné, peut-être, supposition, et puis aujourd'hui, ils me soignent. Et en ce mois de janvier 2011, j'ai été marqué par le décès en Charente-Maritime d'un agriculteur victime de l'utilisation intensive des pesticides. Comment est-il possible qu'un homme qui consacre sa vie au travail du sol pour nourrir les autres hommes décède de son travail du fait de l'utilisation, entre guillemets, des progrès de notre millénaire? Je reçois énormément de lettres dans ce sens-là, de femmes qui ont enterré des maris, qui n'ont pas fait reconnaître les maladies professionnelles parce que fallait pas que ça se sache, fallait pas que ça se dise, fallait pas. C'est vrai qu'Yannick avait eu ce courage de témoigner, d'aller au-devant, d'aller. J'ai mesuré combien c'était courageux. Parce que beaucoup se taisent sous le poids de coopératives ou autres. Évidemment, il était conscient qu'aujourd'hui, la seule alternative, c'était le bio. Mais pour lui, c'était pas ça le combat. C'était de se dire, demain, plus jamais personne ne sera malade. Moi, j'espère que demain, vouloir le bien de l'homme, voir que les agriculteurs soient... le sens sacré de l'agriculture. Hein. Il y a des auteurs qui ont écrit sur
le sens sacré de l'agriculteur qui travaille pour nourrir le monde. Voilà. Pour nourrir les hommes. C'est sacré. À la messe, tous les dimanches, je dis « fruit de la terre et du travail des hommes ». C'est pas neutre. Ça montre la dimension sacrée des choses. Et là, finalement, ça paraît une utopie. On est sur la tête. On marche sur la tête. On marche sur la tête, là. Yannick, il supportait pas l'idée